Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce live dans ce live d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 23 mars 2018. Je suis heureuse d'être là avec vous, surtout que j'ai invité deux spécialistes. Il s'agit de Céline Jackson-Combet, qui est coach quantique. Bonjour Céline, comment tu vas? Très bien, merci, très très bien. Et Roméo Cournal, coach intuitif. Bonjour Roméo. Bonjour Eugénie, bonjour à tous. Alors toi, tu es à Nice et Céline est quelque part en région parisienne, c'est ça? Alors, Non, en moi, Dordogne je, en ce moment. Oui, alors, ok. moi, je suis Alors, présentement en Tunisie. tu es en Tunisie? En Tunisie, d'accord. Ça se Ça va passe bien depuis là-bas? longtemps. Ça va très bien. Bon, alors on va aborder un sujet épineux. C'est l'histoire d'un jeune Africain qui m'a contacté. Il m'a dit j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien les spécialistes que tu rencontres et il souhaiterait qu'on s'occupe de son problème. Alors il dit que il euh, il est africain, ses parents sont africains, il vit en France depuis des années et il a constaté en fait il n'aime sortir qu'avec les femmes blanches. Il est amoureux d'une femme blanche qu'il veut épouser. Ses parents ne sont pas d'accord avec cela, l'incitent à faire comme le veut la tradition, épouser une femme du pays, une femme noire. Et le problème, celui, c'est que c'est même, en fait, il a dit que c'est même, c'est une question même épidermique, en fait. Il ne peut pas sortir avec une femme noire. Il préfère les femmes blanches. Alors, on va être Mhm. poli, on va respecter un peu le débat. Il ne s'agit pas de mettre l'huile sur le feu. Alors, il estime que les femmes blanches sont plus respectueuses de la notion d'amour, elles sont moins Mhm. matérialistes et il pense que les Mhm. femmes africaines sont plus terriennes, on va dire, elles sont plus pragmatiques et ça le dérange beaucoup. Mais en fait, même au niveau de épidermique, en fait, il préfère avoir des relations avec les femmes blanches. Alors, s'il en parle, c'est parce que quand même ça lui cause un problème. Il ne s'agit pas de dénoncer les couples blanc-noir, c'est pas ça le débat. On est tous d'accord avec ça. Il s'agit de s'adresser aux blanches, aux blancs, qui estiment qu'il y a un rejet des gens de leur origine, notamment pour prendre le cas de de ce jeune homme. Donc, il est noir et il n'aime pas les noirs, les femmes noires. Ok. Alors j'ai beaucoup de réactions. Eric Mbemba qui lui s'excuse, il aurait bien aimé rester. Alors Eric, il faut savoir que vous pourrez regarder l'émission, la partager et laisser vos commentaires. Merci à tous ceux qui euh, qui participent. Georges Messager, bof, je masque sans intérêt. Mais tant mieux pour vous, Georges. Sauf qu'il y a des personnes qui sont dans une situation difficile. Donc, on aimerait que les personnes qui interviennent maintenant, eh bien, puissent poser des questions, puisque nous avons aujourd'hui deux spécialistes qui vont répondre à toutes vos questions. Alors, ça, c'est la thématique. À la fin, Céline, on fera une petite séance, une SME, un soin méditatif énergétique. Tout C'est à bien ça. fait. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et parler de Afro-Renaissance? Céline. Alors, déjà bonjour à tous. Donc, Afro-Renaissance, c'est une mise en conscience du travail que l'on fait intérieurement pour se libérer de la voix de nos ancêtres et notamment tout le passé colonial. Parler de moi, je suis coach thérapeute quantique. Donc, j'ai créé des soins et des méditations qui sont propres à mon travail et à mes origines. Euh, dans ce que je fais, j'ai donc passé beaucoup de temps aux États-Unis, travaillé avec des chamans. Donc, mon travail est un travail essentiellement sur le chamanisme ancestral des Soufis et des Lakota. Et j'ai passé des diplômes ensuite de PNL, de Access Bar, d'hypnose et différentes diplômes aussi de Tantra Chakra, donc avec un docteur en Inde, pour apprendre en fait l'interconnexion des émotions. Et petit à petit, par la suite, au fur de mes expériences,
j'ai créé mes soins pour amener les gens à une libération, parce qu'on est tous uniques, donc on a tous des besoins de soins uniques. Donc j'amène les gens à leur vérité, à leur propre amour et surtout à se libérer des stéréotypes que l'on puisse se donner ou que l'on veuille prendre et pour faire plaisir à l'autre ou par peur du jugement. Donc c'est vraiment la libération de soi-même, ce qui m'a amené d'ailleurs à Afro-Renaissance pour être un peu plus libre dans la profondeur de nos ancêtres. Merci Céline. Roméo, c'est toi de te présenter. Alors, je suis Roméo Cournal, je suis coach intuitif. Intuitif, pourquoi intuitif? Parce que précisément les protocoles que j'utilise pour accompagner les personnes que j'ai la chance d'accompagner, les protocoles que j'utilise leur sont propres. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'utilise pas des protocoles prédéfinis, PNL, ACP, etc. C'est vraiment en fonction du cas de la personne que j'ai en face de moi, que je vais utiliser un protocole ou un autre parmi ceux que j'ai appris, ou encore un protocole que je vais complètement, intuitivement inventer pour lui. OK? Oui. Donc, l'intuition, quand on parle d'intuition, on ne parle pas du tout de hasard, hein, on ne parle pas du tout d'aléatoire. L'intuition est une science. Comme je dis, l'intuition est la plus humaine des sciences exactes et la plus exacte des sciences humaines. L'intuition est vraiment une science, c'est vraiment un processus cérébral dont on doit en tout cas la modélisation à la neuroscience. Je parle bien de la neuroscience, non pas les neurosciences. Particulièrement à la modélisation qu'en a faite un savant français très connu qui s'appelle Jules-Henri Poincaré. Donc ça, c'est pour l'aspect intuitif. Alors, et maintenant, pourquoi Afro-Renaissance? Parce que, ça se voit, je suis un peu afro-descendant. Je suis donc effectivement antillais. J'ai cette chance, en fait, d'avoir, et je dis bien que c'est une chance, d'avoir des origines multiples. Oui. Je suis descendant d'esclaves par mon père. Je suis descendant de marchands d'esclaves par ma mère. Et je trouve ça absolument génial. Et donc, c'est l'opportunité pour moi d'explorer toute la conscience afrodescendante, mais c'est aussi l'opportunité pour moi d'explorer la question de l'identité de l'individu. Oui. Et Afro-Renaissance, pourquoi? Parce que je me rends bien compte encore aujourd'hui que dans les sociétés afrodescendantes, que ce soit aux Antilles, dans la diaspora, Antilles, Amérique et partout dans le monde, ou encore en Afrique, il y a encore des impacts très forts par rapport au passé colonial sur nos vies quotidiennes aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un point de vue purement psychogénéalogie, il y a des choses qui ont été vécues, il y a des émotions qui ont été vécues et qui certainement n'ont pas été reconnues par nos ancêtres et qui en fait ont déclenché des comportements, ont déclenché des croyances. Et en fait, ces croyances et ces comportements, qui peuvent être par exemple des compensations symboliques, se manifestent par une certaine génétique. Les neuroscientifiques aujourd'hui, je pense au docteur Bruce Lipton, ont bien montré qu'il y a une physiologie de la croyance. Il y a une expression effectivement génétique par rapport à une croyance et par rapport à des comportements. Et qui dit expression génétique dit donc patrimoine génétique, et un patrimoine génétique, ça se transmet. Et donc, dans la transmission, effectivement, puisque nous sommes finalement génétiquement le résultat de toutes nos généalogies, hein, nous sommes issus d'un père et d'une mère, et donc nous avons tous et chacun l'héritage généalogique, l'héritage du patrimoine génétique, finalement, de nos ascendants. Et dans cet héritage génétique, on retrouve effectivement des choses qui sont liées à ces mémoires du passé colonial. Et par exemple, pour prendre l'exemple de l'auditeur, du téléspectateur qui t'a contacté, il se passe quoi? C'est un comportement qui dénote quoi? Qui dénote effectivement une aversion. Parce que on n'est bien sûr pas en train de parler de je préfère les blancs, je préfère les noirs, on n'est pas en train de dire ça. On est bien en train de dire que la personne qui t'a contacté ne peut pas
sortir avec une noire. La préférence, quand on préfère, on aime les deux. Si je préfère les noirs, c'est que j'aime aussi les blanches, mais je préfère les noirs, par exemple. Mais là, on est en présence d'une aversion. Oui. On est en présence de quelqu'un qui dit non, ça, je ne peux pas. De façon épidermique, culturelle, on ne veut pas sortir avec les femmes noires. Clairement. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue physiologique, l'éventualité d'une relation intime avec une femme noire chez cet homme-là provoque une émotion instantanée et qui échappe en fait à sa volonté. Instantanée et complètement automatique. Et c'est là effectivement qu'on peut parler d'une aberration et c'est là qu'effectivement on peut parler certainement d'une quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine génétique parce qu'automatiquement, sans qu'on ait le choix, sans qu'on ait cette liberté-là, automatiquement, il a une réaction. Le neuroscientifique, le docteur Joe Dispenza, définit la liberté comme la capacité à choisir sa réponse émotionnelle. Or, lui, il ne peut pas choisir cette réponse émotionnelle-là. Est-ce que tu as déjà été confronté à des personnes comme cette personne qui témoigne? Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien moi, sûr. Je me trompe pas. Est-ce que je me trompe si je dis que ce que se ressent ce jeune Africain est ressenti par beaucoup d'Antillais, voilà. Oui, je suis Antillais, mais je veux rien savoir de l'Afrique. Moi, je suis français. L'Afrique, je connais pas. Ça, on le voit aussi chez les Antillais. Alors, on le voit, mais on le voit beaucoup dans un ordre idéologique. J'ai pas encore rencontré beaucoup d'Antillais qui soient foncièrement, qui soient épidermiquement pour quelque chose ou contre quelque chose. Par idéologie, on peut se dire, oui, voilà, je préfère les femmes blanches parce que, je préfère les femmes blanches parce que. Alors, pour la petite histoire, je vous garantis que c'est vrai. J'ai un grand nombre de personnes de tous âges, de toutes conditions sociales, un grand nombre de mes compatriotes antillais, afrodescendants, qui préfèrent les femmes blanches pour une raison pratique que l'on appelle la sodomie. Raison pratique. Une raison pratique. Et cette raison pratique, c'est la sodomie. Là? La sodomie. Tout simplement. Attends, excuse-moi. Je te garantis. Alors, redis-moi ça. Donc, il y a des hommes qui préfèrent effectivement sortir avec des femmes blanches, des femmes européennes, on va dire, parce que pour la pratique de la sodomie est beaucoup plus acceptée chez les blanches que chez les femmes, que chez les noirs, c'est tout. Donc, en fait, des hommes noirs préfèrent les femmes blanches parce que ça, d'accord, ok. C'est ce que j'ai le plus rencontré, vraiment, vraiment. En tout cas, aux Antilles. Maintenant, il y a d'autres raisons que j'ai observées, peut-être plus d'un point de vue socioculturel, que j'ai observé en fait par rapport à la préférence et à cette grosse explosion, j'ai envie de dire, de couples dominos. Il y a quelques années, j'ai donc quitté la Martinique il y a 10 ans, et du coup, j'ai eu un certain recul. Et en revenant régulièrement, j'ai observé un phénomène particulier. J'ai observé vraiment un phénomène, les femmes seules avec enfants. Oui. Bon, il y a ça partout, mais ce qui m'impressionnait, c'est que je me retrouvais avec des femmes, par exemple, avec qui j'avais été au collège, avec qui j'avais été au lycée, avec qui j'avais été à la fac, qui ont un niveau social intéressants, qui ont une autonomie financière certaine et qui pourtant n'arrivent pas à entrer en couple. Et en recherchant bien, je me suis aperçu d'une chose. Traditionnellement aux Antilles, et je te jure que ça aussi c'est vrai, ouais. Traditionnellement, on entendait les femmes dire, alors je vais le dire en français, mais ça se disait en créole, on dit des femmes dire « Attention mesdames, attachez vos poules parce que je lâche mon coq. » Oui, tout à fait. Quand un garçon atteignait la majorité,
les femmes avaient tendance à dire ça. Et elles étaient fières de leur garçon. Est-ce que, sans t'interrompre, Roméo, quand tu dis ça, et là je m'adresse à Céline, quand tu dis ça, j'ai une espèce j'ai la chair de poule en fait. Ça me rend, ça me touche particulièrement. Donc Oui. ça veut dire qu'on est tous connectés à cette réalité-là en fait. Qu'on le veuille ou pas, ça nous touche au plus profond de nos gènes en fait. Bah, il y a une espèce de fierté chez certaines mères que leur fils soit un don Juan ou après le résultat n'en est pas vraiment bon forcément puisqu'il va aller chasser ses poules, mais il va laisser des mères célibataires derrière lui. Donc je pense que c'est pas forcément la bonne dynamique. Bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une relation aussi aux ancêtres où les familles étaient obligées d'être séparées, d'une part. Donc, dans le patrimoine génétique de l'homme, il y a quelque chose qui dit, si tu restes avec ta famille, tu vas mourir. Et ça peut, on le retrouve dans beaucoup de familles afro-américaines et afro-antillaises. Il y a ce point de vue-là. Ensuite, il y a un autre point de vue qui est assez aussi important à voir, c'est que les hommes noirs antillais à une époque étaient pris par le maître. Alors, s'ils étaient beaux, grands, bien baraqués, ils devaient avoir plusieurs femmes où ils allaient engrosser certaines femmes pour que le patrimoine génétique reste et pour que du coup, on se retrouve avec des hommes baraqués et on le retrouve souvent. Donc, on se retrouvait des fois avec des pères, du moins des enfants, des pères, oui, pardon, qui avaient 20 enfants et d'autres qui en avaient beaucoup moins. Donc, ça fait partie d'une réalité. Pour revenir vraiment à l'essence du sujet, ce jeune petit Malien, on n'a pas dit son nom, est arrivé en France, n'est pas forcément né en France, mais je le remarque souvent chez des gens nés en France de culture africaine ou autre. Et ceux qui sont arrivés, c'est un besoin d'intégration. Donc ils ont besoin de s'intégrer avec une femme blanche. Ils ont l'impression qu'ils auront une meilleure culture, qu'il y aura plus de connexion avec le pays dans lequel ils sont en vie. Et ça aussi, c'est un système de survie. Donc, du coup, quitte à pas plaire à la famille, au moins je plais à la société. Oui. Et c'est aussi un choix de vie de se libérer de ça. C'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est aussi énorme, c'est l'influence des médias. On voit que des flammes blanches. Regardez, le premier film qui vient de sortir, c'est Black Panther, avec des femmes qui sont magnifiques. Je serais curieuse de voir le taux de personnes, d'hommes noirs et blancs qui vont se mettre avec des noirs à la suite de ce film. Parce que l'influence, et surtout quand on est en train de regarder un film, quand on est en train de regarder certaines choses, les porn stars, la plupart sont blanches. Donc forcément, quand on regarde quelque chose, on est sous hypnose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le subconscient, lui, se dit, je suis en sécurité et j'aurai plus d'intimité avec une femme blanche, qui n'est pas du tout vrai. Après, au niveau de la culture, les femmes blanches ou noires sont plus ou moins matérielles. Ça, c'est pas vrai. On trouve de tout et je pense pas. On va y revenir parce qu'il y a plein de questions justement sur ce sujet-là particulièrement sur les femmes noires et ce qu'on leur colle comme étiquette. Roméo, excuse-moi de t'avoir interrompu tout à l'heure. Tu voulais peut-être continuer dans ta lancée. Oui, concernant justement ces femmes, ces coqs plutôt. Du point de vue purement de l'analyse transactionnelle, un homme qui est élevé à être un coq est un homme qui est élevé dans l'état psychologique de l'enfant. C'est pas un jugement que je porte, c'est vraiment un état psychologique du point de vue de l'analyse transactionnelle. Tandis que la femme, traditionnellement, à l'époque, à cette même époque où les mères disaient attention à vos poules, je lâche mon coq, les filles étaient élevées à être des mères et elles étaient pleinement épanouies quand elles étaient mamans. On élevait des filles pour qu'elles deviennent mamans. Et tant qu'elles ne deviennent pas mamans, elles n'étaient pas des femmes accomplies. Donc, de fait, on se retrouvait avec des personnes, avec des femmes qui avaient l'état psychologique du parent et des hommes qui avaient l'état psychologique de l'enfant. Oui. Et mine de rien, ça fonctionnait, hein, puisque dans la transaction, ça fonctionne.
le parent de l'un répond à l'enfant de l'autre. Avec l'évolution, j'ai envie de dire, et le progrès, l'accès à la culture, l'accès au voyage, l'accès au diplôme, l'accès à la formation universitaire, l'accès à la formation supérieure, un certain nombre de femmes ont vécu finalement cette nouvelle possibilité de s'assumer elles-mêmes. Et donc, se sont retrouvées dans une position où elles n'avaient plus besoin d'un homme, mais elles en avaient seulement envie. Le problème, c'est que parallèlement, les hommes, eux, n'ont pas vécu cette nouvelle évolution parce que ils sont passés de l'enfant soumis, l'enfant soumis, quand je dis l'enfant soumis, encore une fois, je parle d'état psychologique, hein, à celui de l'enfant rebelle, en fait. Du mal dominant. Ça a toujours été le mal dominant, sauf que traditionnellement, l'enfant soumis, il est soumis à sa maman. Oui. Et on a même un syndrome qu'une de mes collègues avait appelé en Martinique, le syndrome de la mère Dieu. Maman, c'est Dieu, y compris pour les bad boys. Hein. Oui. Ouais, vraiment, y compris pour les bad boys. Et en fait, avec l'évolution, les hommes sont passés de cette relation un peu incestuelle à une relation un peu de rebelle. D'accord? Et donc, sont devenus des enfants rebelles. OK? Oui. En face, finalement, on se retrouve avec des femmes qui ne sont plus dans l'état psychologique du parent, mais dans l'état psychologique de l'adulte. Parce qu'elles s'assument et elles n'ont pas besoin d'un homme, elles n'ont pas besoin que l'homme ramène de l'argent à la maison, puisque elles ont l'argent à la maison. Elles peuvent tout gérer elles-mêmes. Et du coup, elles n'ont plus besoin d'un homme. Mais elles en ont quand même envie. Et le souci, c'est que les hommes, eux, sont toujours élevés à finalement être avec des femmes qui ont besoin d'eux. Or, les femmes n'ont plus besoin. Et là, ça crée un gros hiatus. C'est un gros problème. Et le résultat de ce hiatus, c'est que j'ai remarqué, y compris, surtout chez des femmes de la quarantaine, encore une fois, ces mêmes femmes avec qui j'étais au lycée, à la fac, où elles se sont mises en couple avec des hommes plus âgés, des gens de 10 ans de plus, où elles se sont mises en couple, effectivement, avec des étrangers, particulièrement des métropolitains. Mais on s'est retrouvé également avec ces hommes antillais qui n'arrivent pas à se mettre en couple avec leurs compatriotes noirs et se retrouvent effectivement avec des femmes européennes, pas forcément françaises, mais en fait des femmes blanches. Et c'est là, en fait, où il y a une explosion assez énorme des couples dominos, avec tout ce que ça peut porter comme interrogation. Et là, on est dans un fait, effectivement, j'ai envie de dire, sociologique. Et le cas de ce jeune que tu évoques, en fait, en vrai, on l'observe certainement plus chez des natifs du continent africain. Oui. Des personnes qui sont effectivement nées sur le continent africain. Alors, pourquoi je dis que c'est une réaction, je ne vais pas dire pathologique, hein, mais bon, mais qui demande malgré tout à être guérie, en fait, en quelque part, c'est encore une fois dans cette incapacité on est d'accord qu'un homme noir qui soit avec une femme blanche, j'ai aucun problème avec ça. Hein. On est d'accord. Absolument aucun problème avec ça. Maintenant, un homme africain qui dit je ne peux sortir qu'avec des blanches parce que là, ça pose problème. Mon corps dit non, ça veut dire qu'il y a un traumatisme finalement dans ça. C'est la réponse à un traumatisme. C'est limite une allergie. Si un Africain est allergique à la femme africaine, là on a un souci, il y a quelque chose à interroger. Et on a beau trouver toutes les explications, on est en face là d'un traumatisme. On n'est pas en face de quelque chose d'idéologique. On n'est pas en face d'un problème socio-culturel. On est en face d'un problème traumatique. Véritablement traumatique. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir fait dans la vie de ce jeune homme
qu'il a associé le fait de se mettre en couple avec une femme noire à la mort, parce qu'il s'agit de ça. Hein. Quand on a un traumatisme, c'est qu'on évite la mort. Donc ça veut dire que inconsciemment, il a associé le fait de se mettre en couple avec une femme noire à la mort. D'où ça peut bien venir. Effectivement, comme Céline l'a dit, il y a certainement des racines historiques. Il y a certainement des racines psychogénéalogiques. Certainement. Psychogénéalogique. Ouais. D'accord. Alors, on va s'empêcher de répondre aux personnes qui réagissent. Et je vous remercie infiniment de réagir en direct. J'aimerais dire aussi que si vous souhaitez être invité sur ce plateau, eh bien, vous me faites signe pour les prochaines émissions et vous serez à la même place que mes invités d'aujourd'hui et vous pourrez même leur poser des questions et on verra sur nos écrans sur Obota News et Côte d'Ivoire.news. Alors, Christian Mayanji, lui, il a réagi avant l'émission en disant, mais il vit en France, hein. Il vit en France, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à, et il est du Gabon, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête, à venir, avoir fait 6000 kilomètres, à venir en France et me mettre avec une femme afrodescendante, quoi. Donc, il assume le fait que on fait pas des kilomètres pour venir se marier avec une personne de son origine. Donc, il estime que c'est normal, en fait, d'épouser ou de préférer les femmes blanches. C'est un point de vue. Alors, il y a une autre réaction de Rita Fourlin. Alors, elle écrit « Sans juger, quel est l'intérêt de sortir avec une femme qui ne ressemble pas à votre mère, votre sœur, votre tante, aux femmes de vos familles ?» Voilà, donc il y a des choses à dire là. Alors, moi, je dirais justement, certaines personnes ne veulent pas être avec quelqu'un qui ressemble à sa mère. C'est une espèce de complexe d'Oedipe un peu inversé qui vous empêche d'être avec la personne, avec un concubin ou un amoureux, avoir des relations intimes et avoir quelqu'un qui ressemble justement à votre mère, qui aurait plus ou moins les mêmes réflexions et le même style de vie. Au contraire, c'est quelque chose qui va être rejeté chez certaines personnes parce qu'elles veulent l'opposé. On est soit loyal à ses parents, soit opposé. Le but, c'est d'être loyal à soi-même, mais certaines personnes ne veulent pas ça. Elles veulent l'opposé et elles veulent pas être avec des gens qui sont comme eux. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un qui ressemble à notre père. Je pense que justement, il y a une espèce d'affranchissement par rapport à ça. Chacun est libre à ce niveau-là de choisir et on n'est pas obligé d'avoir le même style de vie que nos parents ont eu. Et c'est un bon affranchissement. Après, quelle était l'autre question? C'était quel est l'intérêt de sortir Oui, en fait, pourquoi faire autant de kilomètres? Voilà, exactement. Après, bon, dans ce terme-là, tout dépend de la démarche de la personne. Certaines viennent mariées, certaines viennent célibataires. C'est pas une histoire de ici, je vais trouver des femmes blanches ou quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire de qu'est-ce qu'on cherche intérieurement et quels critères on a associés à la femme blanche. Certains hommes blancs vont aller chercher des femmes noires, certains hommes noirs vont aller chercher des femmes blanches et se retrouvent déçus et reviennent après avec des femmes noires ou blanches. Donc, il n'y a pas de stéréotype par rapport à ça. C'est l'être humain en lui-même qui crée ce stéréotype par rapport à ce qu'il voit et par rapport à ce qu'il entend. Et d'où encore le phénomène d'influence des médias, de toutes sources de nos amis qui eux sont en couple. La France est quand même un des pays les plus multiculturels au niveau amoureux. En Amérique, on trouve beaucoup moins de couples mixtes parce qu'il y a aussi le phénomène de la ségrégation qui ne permet pas encore
de s'affranchir justement de ça. Moi, j'avais été très choquée. Mon mari est donc afro-américain et pour moi, c'était quelque chose de très naturel que d'être avec un homme noir, parce que j'ai grandi en Afrique, donc forcément, j'ai passé mes premiers amours avec un chéri noir, et donc j'ai trouvé ça très naturel. Et là, sa nouvelle amie un jour a posté, donc on est tous en très bonne relation, et avait posté un post sur Facebook le jour de Martin Luther King Day, donc le jour de Martin Luther King, la célébration de sa fête, en disant merci à Martin Luther King, grâce à lui, je peux être avec un homme noir. Je pense que c'est quand même une liberté qu'on a énorme en France, d'être libre de choisir le couple ou la couleur avec laquelle on est, et que ça n'a rien à voir bien souvent avec le caractère de la personne, mais avec ce qu'on recherche et ce qu'on y associe. Et ça a une grosse influence sur nous, je pense, et sur le reste. Alors Roméo, tu m'as scotché quand tu as dit que certains hommes antillais préfèrent sortir avec des femmes blanches pour des raisons, on va dire, sexuelles. Rita Fourlin nous dit c'est un mythe de croire que les femmes blanches sont moins matérialistes que les femmes noires. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Oui, c'est tout à fait vrai. Je réponds que il devient de plus en plus, j'allais dire inutile, mais de toute façon de plus en plus faux, de catégoriser d'un côté les blanches sont comme ça, de l'autre côté les noirs sont comme ça. Je crois que le groupe social et encore moins le groupe racial aujourd'hui ne peut aucunement définir un individu qui le compose. Mais alors vraiment aucunement. Ce serait faux effectivement de dire que les blanches sont plus matérialistes. Ce serait faux de dire que les blanches sont moins matérialistes parce qu'il y a autant de blanches qu'il y a de blanches dans le groupe. Donc la question, par contre, les représentations ont la vie dure. Alors, et peut-être l'expérience aussi. Quand je parle, par exemple, des pratiques sexuelles des uns et des autres, peut-être qu'effectivement, c'est vrai que d'un point de vue purement culturel, il y a un rapport effectivement au corps qui est différent. Et par rapport à l'aspect matériel, il y a certainement un rapport à l'argent qui est différent quand on est sur le territoire français que quand on est sur le continent africain. D'ailleurs, il y a une question que je me pose par rapport à ça et par rapport à ce qu'a dit l'internaute tout à l'heure. Pourquoi faire 6000 kilomètres pour finalement se retrouver avec une afrodescendante? La question que je pose, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je suis venu en France, effectivement, dans l'espoir d'un Eldorado, c'est-à-dire je fuis la misère économique, mais aussi la misère sociale du pays d'origine, et je vais en France comme on va à l'Eldorado, comme on va à la conquête de l'Ouest. Donc oui, je peux entendre ça, sauf que ça vaut le coup de s'interroger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique, c'est la misère et l'Europe, c'est la richesse. Ça veut dire que finalement, la femme afrodescendante, c'est moins bien que la femme européenne? C'est ce que ça veut dire? Je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Beaucoup, c'est ça en fait, hein, ne nous voilons pas la face. Oui, alors, avec quoi on associe aussi, c'est vraiment avec quoi on associe son départ, avec quoi on associe l'abondance. Faut se rappeler quand même que la femme, c'est quand même la fertilité, c'est quand même l'abondance. Est-ce que la personne a vécu avec une mère qui avait une conscience de l'argent et de l'Eldorado, entre guillemets, qui était pauvre? Donc, du coup, il va se dire, moi, j'ai envie de l'opposer. Donc, la femme blanche va m'apporter plus de fertilité, d'abondance et un schéma social qui va être plus intéressant pour moi. Parce que l'amour est pas toujours inconditionnel non plus. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et chacun a ses idées par rapport à ça et qui sont souvent inconscientes. Après, je veux revenir sur ce que disait Roméo et c'est complètement vrai. Il y a quand même un culte de la peau claire. Moi, j'étais ébahie. J'ai toujours aimé les peaux
noire, limite bleue. Je trouvais ça magnifique quand j'étais au Sénégal. Et beaucoup de femmes se mettaient des crèmes pour se blanchir. Pour moi, je comprenais pas. Même les enfants métis étaient plus aimés que les autres enfants. On les voyait plus comme des demi-dieux. Il y a aussi toute cette culture coloniale qui nous montre la femme blanche, pardon, excusez-moi, sur un piédestal, alors que la femme noire est bien, à ma vue, plus forte dans beaucoup d'aspects. Et donc, il y a vraiment des balances à remettre, et c'est encore une illusion des stéréotypes que l'on a donnés à l'Afrique. Et après, bon, que les Africains se sont appropriés. Alors, j'ai une réaction de Kwasi. Avec une blanche, j'essaie de remettre les choses en place. Avec une blanche, sexy plus les blanches sont toutes belles. Bon, alors, donc on a compris, Roméo. Donc avec les blanches, semble-t-il, on est plus à l'aise, enfin, on peut mieux mettre en pratique nos fantasmes, ces fantasmes d'hommes que d'autres. Paraît-il. Fantasmes sexuels, hein, on va dire. En tout cas, ce sont des représentations certainement héritées, parce que, encore une fois, il faut se rappeler que sur la plantation, la femme servait justement à reproduire le bétail, donc à reproduire des enfants esclaves. Donc le sexe était utilisé pour la reproduction, et en plus pour la reproduction de performance. De fait, quelque chose s'est inséré dans l'inconscient collectif afrodescendant, que la femme blanche et utilise en fait son corps pour autre chose que la simple reproduction, qu'il y a quelque chose de plus recherché, de plus élaboré en tout cas, que la simple reproduction. Sachant qu'en plus, faut pas oublier qu'il y a eu effectivement conquête sociale, mais également conquête religieuse, avec un très fort rapport des valeurs judéo-chrétiennes. Mais dire judéo-chrétienne, ça ne suffit pas. C'est vraiment un aspect très janséniste finalement des valeurs judéo-chrétiennes qui ont été imposées finalement très profondément à l'Afrique, avec quelque chose qui est de l'ordre du corps, qui est en fait à châtier. Le corps qu'il faut mortifier, parce que le corps, c'est l'objet de tous les plaisirs, et donc le plaisir mène en enfer. Et je crois que quelque chose, en fait, tout ça a fait que dans l'inconscient collectif afrodescendant, plaisir égale enfer. Donc certainement qu'avec les années, les femmes ont perdu justement ce contact avec le corps et se sont infligées, auto-infligées, j'ai envie de dire, des limitations, des restrictions, des interdits. Et ce sont ces interdits, finalement, qui créent les fantasmes. Parce que si c'est pas interdit, il n'y a plus l'attrait de l'interdit. Le fantasme est bien la transgression d'un interdit. Mais s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a plus de fantasme. Donc, l'aspect, effectivement, de l'évolution des pratiques sexuelles, alors, effectivement, la civilisation caucasienne étant plus développée d'un point de vue plus élaboré, on va dire, d'un point de vue social, parce que je ne suis pas du tout persuadé que la civilisation caucasienne soit supérieure à la civilisation africaine, même bien au contraire. Mais étant plus moderne, certainement qu'effectivement les pratiques sexuelles se sont diversifiées, certainement. Et de fait, l'homme africain s'est retrouvé finalement face à quelque chose de très stéréotypé du point de vue de la pratique sexuelle, et puis peut-être qu'effectivement cet attrait, cette recherche pour autre chose que le simple acte tel qu'on le connaît. Mais alors c'est assez curieux, parce que à l'inverse, on a aussi le mythe justement de l'homme
noir qui est censé être viril, qui est censé être bien membré, qui est monté comme un âne, etc. Et on a pensé à un livre de Serge Binet qui a fait beaucoup parler quand il est sorti, La légende du sexe surdimensionné des Noirs. Absolument, absolument. Que les Africains, que les Noirs revendiquent. Ils le revendiquent, ça. C'est assez terrible, en fait. Mais ils le revendiquent précisément pour trouver les faveurs, justement, de la femme blanche. Ouais. Alors, on va répondre aux questions. Je rappelle à ceux qui nous regardent et qui viennent de nous rejoindre que nous répondons à un jeune homme africain qui nous a contacté, sachant que on allait faire une émission sur ce sujet-là pour dire en fait que de façon épidermique, de façon génétique, il ne supporte pas, lui, en tant qu'Africain, en tant qu'homme noir, de vivre, de toucher une femme africaine, une femme noire. Voilà. Donc lui, il assume, enfin, il assume pas. Il assume en face de celle qu'il aime, la femme blanche qu'il aime, mais il n'assume pas en face de sa communauté, parce qu'il a le sentiment qu'il trahit sa communauté. Donc c'est bien là le sujet d'aujourd'hui. La question n'est pas de dire les blancs, les noirs, non, c'est pas ça le sujet. C'est de se dire, c'est de répondre à ces personnes qui ont un rejet de l'autre en fait. Et pour ce cas précis, c'est un noir d'origine africaine qui rejette les femmes noires pour des raisons qu'il a évoquées. Elles sont matérialistes, ça passe pas, le courant passe pas. Voilà donc. Christian Mayanji écrit « L'abondance en Europe est une généralité, c'est une exception en Afrique. J'ai vécu dans une famille aisée et les femmes noires en France, sauf exception, sont vecteurs de misère. » C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Waouh. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ouais. C'est tout à fait vrai. Certaines personnes vont vraiment aller chercher la femme blanche parce que elle aura une famille blanche, il y aura plus de vecteurs sociaux, une vie sociale plus importante, des restaurants, elle aura peut-être un travail qui sera plus élaboré avec des rendez-vous avec certaines personnes, comme on appelle ça les business meetings, le networking, qui pour certaines femmes africaines qui viennent d'arriver, qui ont souvent beaucoup de diplômes et qui arrivent en France et qui doivent refaire leur place. Alors attention, je dis pas qu'elles sont moins éduquées, hein, mais souvent la femme française, elle forcément, elle a une famille ici implantée, elle a déjà ses racines, donc il y a plus d'amis, il y a plus de vecteurs qu'une personne, qu'une femme noire a moins d'implantation forcément. Donc il y a vraiment tous ces vecteurs et oui, pour moi il y a quelque chose de très fort entre le stéréotype et encore une fois toute la lignée coloniale a vraiment mis sur un piédestal la femme blanche. Pour moi c'est quelque chose qui est en train de changer. De plus en plus on trouve, et puis il y a des phénomènes de mode, mais de plus en plus on trouve des blancs qui vont avec des femmes noires, qui eux ont une idée complètement changée de ça, où ils voient plus la fertilité dans la femme noire, la force, l'ancrage, de faire à manger à la maison, de passer du temps avec sa famille, que maintenant la femme blanche est plus en train de courir partout, elle repasse plus, elle fait beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait plus. Donc après bon, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de boîte où on met les gens, mais je pense qu'il y a des retours aux sources qui sont vecteurs. Après le métissage de toute façon est une belle chose, mais l'essentiel vraiment, c'est de pas sentir qu'on trahit sa famille, c'est d'assumer ses choix, de pas se sentir désolidarisé, voilà, et de pas croire qu'on est en train de trahir, parce qu'il y a aussi ce phénomène ancestral où on a vu des frères noirs vendre leurs frères pour les envoyer sur des bateaux. Et là, il y a un conflit où on voit des fois des sortes de colère entre certaines personnes. Et l'origine revient que, mon arrière-grand-père a été vendu par le tien. Mais ça, on le sait pas. On voit juste que la personne, on peut pas se la saquer. Donc, il y a vraiment un phénomène réel
où on est dans quelque chose d'assez fort au niveau du passé. Et là, il faut sortir de ce sentiment de trahison. Vous êtes vous vous aimez comme vous êtes, vous avez le droit d'être avec la femme ou l'homme de la couleur qui vous correspond, vous, en fonction de vos critères, pas en fonction de je fais plaisir à papa, maman. Et c'est important aussi à vos enfants de leur apprendre ça. Donc après, pour faire plaisir à un système culturel derrière, non, on va pas se mettre avec un musulman, non, on va pas se mettre avec un chrétien. Je pense justement que ce métissage est en train de se faire d'une façon naturelle pour justement libérer certaines mémoires et pour que justement il y ait une fusion entre les religions, entre les modes spirituels et entre les couleurs. Et même génétiquement, moi, des fois, je me demande même si c'est pas un besoin humain que de se ressourcer. Parce qu'on sait très bien que les métis sont plus forts dans leur corps, dans leur patrimoine génétique, sont plus intelligents souvent et ont un fonctionnement de pensée qui est plus ouvert aussi. Donc, c'est important de se rendre compte que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, servir une humanité ou une famille. Parce qu'il faut quand même aussi s'affranchir intérieurement et se respecter. Alors, beaucoup de réactions. Linares de Guadalajara, je suis gabonais et je partage le point de vue de ceux qui aiment les blanches. Chacun a ses raisons, mais en ce qui me concerne, j'aimerais avoir une autre mentalité dans ma maison. C'est ma raison principale. J'aime les femmes blanches et je l'assume. Voilà. Oui, voilà, c'est toujours cet esprit de renouveau. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère où les gens ont besoin de se renouveler. Et après, de toute façon, les parents aiment d'une façon inconditionnelle. Et ils vont peut-être faire la tête pendant quelques temps, mais quand les petits enfants ou les générations vont arriver et qu'ils voient leur fils ou leur fille heureux, c'est quand même ça qui est important derrière. C'est pas une couleur ou quelque chose. Puis l'important pour l'être humain en lui-même, c'est de s'accepter, d'accepter son choix. Question pour Roméo. Alors, Christian Mayanji, il ne s'agit pas de vivre comme un gigolo, mais il y a une dynamique qu'une femme africaine par mentalité ne porte pas. Une femme noire infantilise son conjoint pour peu qu'il gagne moins au lieu de travailler avec son homme à son émancipation socio-professionnelle. La femme noire passe son temps dans le entre-soi des églises éveillées avec ce besoin de vivre dans un corsetage rigide d'un point de vue moral et social. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à Christian, Roméo? Quelle femme noire? Encore une fois, je crois qu'effectivement… En tout cas, je ne me reconnais pas dans ce portrait que dresse Christian Mayanji. Pourtant, il vient du Gabon comme moi, mais je ne me retrouve pas dans ce qu'il dit. Alors, peut-être qu'il parle des natives du Gabon, des natives, effectivement, du continent, mais Céline évoquait tout à l'heure les métis, mais je crois qu'effectivement les personnes effectivement qui sont noires et qui sont nées sur le continent européen ou ailleurs dans la diaspora ont forcément bénéficié des apports culturels des lieux où ils se sont développés. Donc, de toute évidence, on a certainement une autre complexité cognitive. On a une autre finesse émotionnelle, on a un autre type d'apport qui fait qu'effectivement, peut-être que les personnes, comment je vais dire, natives effectivement du continent, n'ont pas un certain niveau de complexité ou de finesse que l'on peut retrouver chez des personnes ou chez des personnes métisses ou chez des personnes qui sont nées ailleurs. Dans des milieux un peu plus cosmopolites, j'ai envie de dire. Question de Yurgos Pidi, que je remercie d'être là. Alors Yurgos, est-ce qu'un aveugle aura à faire une différence entre la femme blanche et la femme noire? À mon avis, je ne crois pas. Tout ceci dépend de ce que l'on voit et de l'importance qu'on donne. Une question pour toi, Céline. Qu'est-ce que tu réponds? Le grain de peau d'une femme noire est pas le même d'une femme blanche. Et un aveugle le ressentira beaucoup plus qu'un voyant. Déjà,
Et puis, j'ai vu la bouche d'une blanche, bon, pas la mienne, mais la bouche du noir, il y a une petite différence. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et puis encore, c'est un apport relationnel. Qu'est-ce qu'on cherche dans son couple? Certains veulent une femme qui les laisse libres, d'autres a besoin d'une femme maman. Moi, je suis sortie avec un homme qui disait, mais moi, je veux rester chez ma mère parce qu'elle me fait mon repassage. Moi, il est hors de question que je lui fasse son repassage. Il y a un pressing à côté. Et puis, au fur et à mesure des années, ben, j'ai changé. Chaque personne a ses stéréotypes et puis le regard que la société porte sur lui. Qu'est-ce qu'il peut assumer ou non? Et je suis sûre qu'il y a des femmes blanches qui voudraient absolument être avec un noir, mais qui ne se l'autorisent pas. Et vice-versa. Pourquoi ils ne se l'autorisent pas? Pour le regard, justement. Pour le regard, le fait, il y a quand même une certaine forme comme je vous ai dit là, par exemple, au niveau de la ségrégation aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui vont aller chercher l'homme noir pour ses atouts et qui ne va pas aller le marier parce que justement il y a un phénomène de racisme. Moi, je l'ai expérimenté avec mes enfants qui sont métis, ou dans l'école où ils étaient à San Francisco, eh bien il y avait une espèce de tension sur eux. Et je me suis rendu compte que, parce que pour moi qui n'ai jamais vécu le racisme, qui ne voit pas le racisme et qui ne l'ai jamais vécu intérieurement, ça ne résonne pas en moi. Et même petite, je disais de toute façon, on est la voix, nos actions n'ont pas de couleur. Mais certaines personnes ne le voient pas comme ça et mettent des images sur les autres. C'est comme certaines personnes vont passer à côté d'autres et puis ranger leur sac sur le côté à cause de la couleur. Où on voit ça dans beaucoup de phénomènes. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'assumer ces choix sexuels, ces choix d'indépendance de couple? Il y a beaucoup de choses qui vont derrière. Et donc, je pense pas qu'un aveugle ne fasse pas la différence entre une femme blanche et une femme noire. Ce serait rabaissant pour un aveugle de dire ça. Un sourd, pareil. Et quel que soit l'handicap, c'est une recherche intérieure. Une histoire d'amour, c'est aussi un enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté. Et c'est aussi un homme qui a besoin de grandir. Et c'est pareil pour la femme noire. Certaines vont pousser leurs hommes vers le haut et certaines vont les descendre vers le bas et vice versa. Pareil donc, pour les femmes blanches aussi. Et c'est alors, faire ça. Rita Fourlin, c'est pour toi, Roméo. En fin de compte, chacun est libre d'aimer qui il veut, mais de grâce, les hommes noirs, cessez de dénigrer vos sœurs à tout va. Ça devient vraiment lassant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je peux comprendre qu'effectivement, Rita se sente mal à l'aise face effectivement à ses compatriotes et à ses frères qui vont, pour toutes les raisons du monde, effectivement les rabaisser, les tirer vers le bas. Effectivement, comme dit Céline. Je peux comprendre qu'effectivement, surtout que manifestement, Rita a l'air d'être une femme justement avec un certain bagage intellectuel, un certain niveau social, etc. Et c'est vrai, comme disait également Michel Gonsalves tout à l'heure, on ne peut pas mettre toutes les femmes noires dans le même paquet. Je crois que il faut bien qu'on comprenne que le clivage racial, en fait, il est dépassé. Ça ne veut rien dire une femme noire. Ça ne veut rien dire. Parce que selon qu'elle soit bac+5 ou selon qu'elle soit sans diplôme, selon qu'elle soit effectivement née dans le 16e, à Aubervilliers, à Marseille ou à Bamako, il y a des choses qui ne sont au départ pas les mêmes. Selon qu'elle ait un accès à la culture ou pas, effectivement, le rapport social sera différent, le rapport amoureux sera différent. Et ça, certainement que Michel peut nous en parler encore mieux. C'est ça. Michel, merci d'être là. Merci Michel. Voilà. Je crois que vraiment, il est vraiment intéressant à cet endroit du débat de se dire que le clivage racial est de toute façon dépassé. Il est caduc. Il ne veut rien dire. Un blanc, ça ne veut rien dire. Un noir, ça veut dire en fait, il faut que nous arrivions tous à faire exploser nos croyances
limitantes. Et comme le dit Michel, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on veut aller vers quelqu'un qui est différent de nous. Se poser les bonnes questions pour soi d'abord et pas par rapport à ce que pense la famille, la société, en fait. Hein. Exactement, c'est l'affranchissement. Voilà. Je crois qu'effectivement, la question qui se pose en sous-jacent, c'est la question de la loyauté. Et encore une fois, la question de la définition. Qui je suis? C'est Édouard Glissant qui a fait un travail extraordinaire et qui a un message que j'aime énormément et que je relaye allègrement sur Afro-Renaissance, qui est de la question de l'identité, de sortir de l'identité racine unique pour passer à une identité relation. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de me définir comme étant le fils de. Je ne suis pas obligé de me dire, moi qui suis afro. Pourquoi j'ai précisé en me présentant que j'ai la chance d'être de parents afro-descendants, mais également de parents marchands d'esclaves, et j'insiste, hein, marchands d'esclaves. Pourquoi je dis que c'est une chance? Parce que justement, ça m'empêche de me définir par rapport à l'un plutôt que par rapport à l'autre. Ça m'empêche de nier une partie de mes racines. Et je crois très dommage que souvent dans les sociétés afrodescendantes, de la diaspora d'ailleurs, et beaucoup aux Antilles, chacun revendique une racine unique venant de l'Afrique. D'accord? Glissant parlait de la racine rhizome, parce qu'il n'y a pas une racine unique. Mais pourquoi est-ce qu'en Martinique et ailleurs, il y a des chabins, il y a ce qu'on appelle des chabins, des capres, des mulâtresses, etc. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de pureté, effectivement, de la race, et heureusement. Donc, ça veut bien dire que moi, Roméo Cournal, je ne peux pas me revendiquer comme étant africain et seulement africain. Ouais. Parce que ma mère est bretonne, tonnerre. Et tu sais que ça me fait penser je n'ai pas l'information exacte, mais l'un des présidents américains les plus illustres, Franklin Roosevelt, avait dans son ascendance des origines noires, semble-t-il. C'est à vérifier. Mais en fait, on n'est pas forcément, on est blanc ou alors on est noir, mais on a peut-être des ancêtres qui sont forcément des ancêtres de la nôtre. Donc, il faut vraiment faire attention avec tout ça. De se dire, j'aime pas les noirs, j'aime pas les blanches, mais tu es tout ça, en fait. On est tout ça. On est tout ça et je pense qu'il faut en prendre compte. Alors, j'ai une réaction intéressante et là, j'envoie la question à Céline. Lily Rose Agnuret, qui écrit ceci: au Gabon, il y a ce phénomène assez curieux. Les filles noires se mettent en couple avec des hommes blancs pour des raisons économiques et elles se prennent des amants noirs pour des raisons sexuelles. Oui, encore une fois, c'est la survie. J'ai peur de mourir, j'ai besoin de vivre dans une abondance, mais je ne suis pas satisfaite par leur prouesse. Donc c'est à la personne de voir aussi à quel point elle a envie d'être juste avec elle-même et qu'est-ce qu'elle peut se donner, parce qu'aller chercher quelqu'un pour ses attraits financiers, est-ce que c'est vraiment bon pour elle-même, bon pour son mari et sa descendance? Parce que du coup, elle trompe quand même le mari, le père de ses enfants. Donc, ça va quand même assez loin. Est-ce qu'elle n'est pas capable de passer des diplômes elle-même et de se donner l'argent? C'est quand même assez facile de remettre tout sur la société, les critères. Il y a des gens qui ont fait des choses énormes et en étant partie de rien. Mais c'est vrai qu'en allant toujours chercher chez l'autre ce que la personne n'a pas, elle est dans un système où elle est génétiquement soumise à la lignée de ses parents et soumise à la lignée de ses pères et de ses mères. Mais vraiment, qu'est-ce que cette personne cherche? Parce qu'il y a toujours une recherche de soi-même qui est vraiment importante. Qu'est-ce que tu cherches? L'abondance financière ou l'abondance du cœur? Et qu'est-ce que tu vas donner réellement une africaine qui vit en Afrique, qui est confrontée à la réalité elle a des enfants, il faut s'en occuper, va préférer un homme blanc qui a peut-être un niveau de vie plus élevé et qui est peut-être. C'est là qu'elle assume les choix qui vont derrière. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais
je pense qu'il faut quand même, on est quand même dans une société ou dans un monde où on commence à comprendre qu'on est responsable de ses actes et que chaque cause et chaque acte a une influence. Si l'homme blanc entre guillemets se rend compte qu'il est trompé, et il va peut-être, surtout si les enfants ne sont pas à lui, partir et laisser la femme dans une pauvreté immense. Et donc, les enfants, la question que je pose, la richesse et la pauvreté. Donc, c'est assez important. Après, oui, il y a des femmes qui vont chercher l'homme blanc pour pouvoir venir en France. Et ça aussi, c'est un moyen de survie. C'est aussi être libre. Et il y a des femmes africaines qui vont donner, ils voient des blancs, qui vont donner leur enfant à des gens blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dupes. Ils savent très bien qu'au moins ici, ils auront l'eau courante, qu'il y a des choses qui auront mieux. Mais ça, c'est encore un autre sujet du pourquoi, du comment. On va chercher. J'aimerais rappeler à vous qui êtes là en direct, c'est bien dans quelques instants, un peu avant la fin de l'émission, donc c'est pour ça qu'il faut rester. Céline va nous faire une séance méditative, alors qu'elle fait régulièrement à ses clients. C'est un SME, un soin méditatif énergétique. Donc, on va tous travailler ensemble à nous libérer de blocages liés à toutes ces croyances. Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. Ça, c'est le titre d'un livre qui a fait parler beaucoup de lui à une certaine époque. Mais je suis noir, je n'aime pas je n'aime pas les noirs. Je suis noir et je préfère les blanches. Je suis blanc et je ne supporte pas les hommes noirs. Je ne supporte pas les hommes, les femmes noires. Donc tout ça, on va en débattre et on va faire une petite séance quantique avant la fin de cette émission. Alors il y a encore beaucoup de réactions. Eric Ogoula, les goûts et les couleurs se sont toujours entrés dedans. Toutefois, je crois que la femme noire a des qualités et aussi des défauts comme la femme blanche, et donc la liberté de choix sans arrière-pensée raciste ou sexuelle. Bon, ça, c'est un bon point de vue. Réaction de Christian Mayanji, le diplôme ne donne plus accès aux revenus comme nos parents nous faisaient croire. Il faut rechercher les raccourcis, être avec un blanc pour une femme noire ou être avec un Africain aisé, épouser la fille d'un homme d'influence pour un jeune homme. Voilà, beaucoup de réactions. Ben, le souci que j'ai avec ça, justement, qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant? C'est-à-dire que on va chercher des raccourcis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que je suis en train de, au-delà de ce que je recherche, il y a quelque chose que je suis en train de proclamer. Je suis en train de proclamer que je ne peux pas y arriver seul. Je suis en train de proclamer que j'ai besoin d'un homme pour y arriver quand je suis une femme. Je suis en train de proclamer que j'ai besoin d'un blanc. Même si effectivement, ça se vérifie que peut-être qu'il est plus facile quand on est au Gabon, par exemple. Il y a des ouvertures qu'il y aura pour une femme gabonaise d'être avec un blanc. Je suis d'accord. Mais au départ, elle est en train de se dire, je ne pourrais pas y arriver sans lui. Donc, on est dans un conflit de dévalorisation, là. Et je crois qu'en réalité, il faut bien reconnaître que la vraie gangrène de l'Afrique, c'est ça, la dévalorisation de l'Africain par l'Africain lui-même. C'est-à-dire que la dévalorisation du noir par le noir. Tu me suces, en fait. Je t'exploite et on s'exploite. C'est ça, en fait. On est vraiment des ordres les uns pour les autres, et ça, je suis d'accord avec toi. Alors, réaction de Dana Lablasian. Merci à ceux qui sont là. Revendiquer un côté plus que l'autre, c'est exactement le problème que je vis au quotidien. De par mon métissage, je dois prouver au noir à quel point je le suis, et mon autre côté également. Je ne sais pas comment les gens y arrivent. Merci à Roméo. Alors, est-ce que tu réponds à Dana, Roméo? Qu'elle peut aussi renoncer à prouver au noir à quel point elle l'est. Parce qu'en réalité, tu es autant noir que tu décides de l'être. Et même si tes compatriotes ne te reconnaissent pas comme noir, c'est pas à eux de te définir. Et c'est valable encore une fois pour tout le monde. Ce n'est pas à l'autre de me définir, c'est à moi de me définir. Et l'autre a le droit d'ailleurs de me trouver différent. J'ai une amie qui effectivement est de parents européens et qui est née au Congo et qui me disait que, et pourtant elle est bien noire, elle est plus foncée de peau que moi. Au Congo, on l'appelle la blanche.
Ouais. Parce qu'elle a un père effectivement portugais. Elle est née au Congo, c'est vrai, mais elle a des mœurs européennes et on l'appelle la blanche. Qui Ouais. doit définir si elle est blanche ou elle est noire? Mm. C'est- C'est à elle de définir qui elle est. Et je ne suis ni et blanc, je suis qui je suis. c'est aussi un processus, ça. Alors, Yogos dit, de toutes les façons, il n'y aura jamais de couple Oui, idéal sur la combinaison. On est appelé à se supporter l'un l'autre. Pour tout dire, quelle que soit la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Alors j'aime bien cette réaction parce qu'elle est vraiment typique de la personne qui se dit bof, bon, quelqu'un qui n'est plus illusionné par rapport à la vie, par rapport à l'amour, qui n'est plus dans cette espèce d'enchantement qu'on devrait avoir pour quand même pour se sentir vivre, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Céline? Moi, à un moment, j'ai envie de dire, faut arrêter avec les histoires de couleurs ou les histoires de chats et de souris. Il est où l'amour là? Elle est où la connexion avec la personne? Parce que moi, ce que je pense, c'est ok, je vais avec un homme blanc parce que dans la société, j'irai mieux et tout ça. On revient à la manipulation. Ils vont où ces couples? Je pense que c'est important de se dire que voilà, Dana, il n'y a pas besoin d'aller prouver à qui que ce soit qui tu es. Prouve-toi à toi-même que tu n'as pas besoin de prouver aux autres. Reconnais-toi. Comment on fait? Parce que c'est pas une histoire de. tu sais, en fait, moi comme je dis souvent, on est en connexion parce qu'on a fait un travail sur nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'en arrivant ici en France, même si je connais bien ce pays parce que j'y ai vécu toute mon enfance, j'ai quand même hérité de tout ce dont on parle, de ces préjugés, ces croyances. J'aime pas les Blancs pour ce qu'ils m'ont fait, pour ce qu'ils ont fait à mon peuple, à ma race. Et en même temps, les Blancs se disent les mêmes choses. Les Noirs, c'est tous des sauvages, des sages. Enfin, toutes ces choses-là, on est héritier de ça, de façon consciente ou inconsciente. Donc, il y a un travail à faire sur soi-même pour débusquer les croyances négatives. Maintenant, quand vous dites les choses comme si elles étaient simples, moi, j'aimerais que vous expliquiez à toutes les personnes qui nous regardent comment se débarrasser de ces choses, ces croyances limitantes. On commence la séance. C'est clair. C'est clair. C'est évident qu'effectivement, il y a... Oui, on s'entend. Mais alors, ça a coupé un moment, Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, oui. il y a un travail à faire au niveau intellectuel de compréhension. Il y a un travail à faire au niveau émotionnel, effectivement, de deuil, de pardon, etc. Et il y a de toute évidence un travail à faire au niveau spirituel, au niveau énergétique. Et c'est bien ça la raison d'être d'Afro-Renaissance, parce que très clairement, si ce travail au niveau énergétique, au niveau subtil n'est pas fait, toutes les prises de conscience au niveau intellectuel et toutes les guérisons, j'ai envie de dire, émotionnelles ne servent à rien. C'est voué à l'échec. Il y a de toute évidence ce que le docteur Luc Baudin appelle... Oui, à la culpabilité, parce qu'on se rend compte qu'on fait n'importe quoi. Mais c'est clair. Et je parle bien du docteur Luc Baudin, c'est bien un médecin qui en parle, qui parle de la guérison spirituelle. Et alors, très clairement, cela se passe de un à un et aussi au niveau collectif. Il y a effectivement des démarches à faire au niveau quantique, au niveau énergétique, sur une guérison spirituelle individuelle et sur une guérison spirituelle également de libération de karma ou de choses comme ça au niveau collectif. Et très clairement, l'un sans les autres ne fonctionne pas. Ça sert absolument à rien. Et ce qui, je crois, a été trop souvent oublié dans la diaspora et chez les afrodescendants en général, c'est cette notion justement spirituelle qu'on a cherchée dans la religion. Mais je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Tout à fait. Alors justement, on va faire une séance dans quelques instants. J'aimerais prévenir les personnes qui sont dans la religion, les églises évangéliques notamment, ou autres,
que ça n'a aucun impact avec vos croyances religieuses. Il faut vraiment les gens, parce qu'ils vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Donc, on est bien d'accord. C'est une séance, c'est un soin méditatif énergétique qui s'adresse, qui peut être fait par tout le monde et ça ne va aucunement affecter. Aucune connotation religieuse. Voilà, c'est un soin, un soin énergétique, donc il faut être en connexion et il faut vivre cet instant présent que va nous offrir Céline. Alors, on va conclure. On est bien d'accord pour répondre à ce jeune homme qui est africain, donc qui dit je n'aime pas les femmes noires, je préfère les femmes blanches. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'on lui dit, Roméo? Qu'est-ce qu'on dit à ce jeune homme? Que même si c'est quelque chose de traumatique chez lui, il a tout à fait le droit de s'aimer et de ne pas souffrir de son choix et qu'il saura véritablement qu'il a guéri ça quand il n'aura aucune réponse émotionnelle forte de la part de personnes qui disent qu'il le trahit. Parce que si son entourage lui dit tu nous trahis, c'est parce que lui, inconsciemment, il le pense. Il le croit. Donc, il a lui-même une guérison à faire au niveau subtil, au niveau inconscient et au niveau énergétique, très clairement. Et après, il pourra continuer, bien sûr, à aller avec des femmes blanches s'il le veut. Ouais. Mais au moins, il sera conscient. Il sera guéri. Voilà, il sera conscient. Céline, qu'est-ce qu'on dit à ce jeune homme? Moi, je dirais de s'accepter, d'être lui-même, que certes, c'est un traumatisme, mais que ce traumatisme, s'il est là, il doit l'honorer et pas le rejeter, que ça lui sert à quelque chose à ce moment T, et que sa famille, à un moment ou à un autre, fera les choix qu'elle a besoin de faire, mais que lui doit s'honorer avant tout et honorer sa vie, et que c'est pas pour ça qu'il doit être fâché avec sa famille, même si sa famille est fâchée, que tout rentre dans l'acceptation et que c'est peut-être un moyen aussi pour lui de faire ce chemin intérieur à la redécouverte de lui-même. Christian Mayanchi lui conseille, continue à prendre ton pied là où tu es satisfait. Bon. Et voilà. Aime-toi, encore une fois, aime-toi. Aime-toi. Ouais. Et le ciel t'aidera. Et le ciel t'aidera. Alors, on va y aller. T'aimes déjà. Oui. Alors, on va inciter les gens donc à se préparer pour cette séance. Et puis, on va aussi rappeler, donc, on peut vous retrouver sur la page Afro Renaissance. Oui. Vous tapez Afro Renaissance et vous retrouverez Céline, Jackson Combé et Roméo Cournal sur cette page-là. Vous pouvez aussi aller regarder leur page. Ils sont sur Facebook et c'est tant mieux comme ça. Bon, alors on va y aller avec la séance. Céline, je crois qu'il faut. Alors, comment ça se prépare? Comment il faut? Alors, vous allez suivre ma voix. C'est un travail de visualisation. Donc, vous avez juste à suivre ma voix et à faire ce que je vous demande de faire. J'ai combien de temps? Parce que ça peut durer très longtemps. Hein. Donc, on a 10 minutes. On a 10 minutes. OK, allez, c'est parti. Donc, je vais vous inviter à rentrer dans votre respiration. Inspirez profondément, fermez les yeux et laissez passer vos idées, vos pensées. Laissez passer cette interview et juste rentrer dans votre cœur. Frottez vos pieds au sol un peu plus vite. Frottez jusqu'à ce que la plante des pieds se réchauffe. Je vous invite maintenant à connecter avec le sol, appuyez vos pieds profondément au sol et à imaginer comme un tube, un tunnel qui va s'ancrer jusqu'au cœur de la terre. Visualisez votre énergie qui descend de votre cœur, puis votre ventre, passant par votre énergie et votre colonne vertébrale, dans vos hanches, dans vos pieds, dans vos jambes, qui descend maintenant plus profondément au cœur de la terre, au cœur des énergies telluriques, là où se trouve l'abondance, là où se trouve l'amour maternel, là où se trouve la fertilité, cette énergie de là où poussent les plantes. Laissez-la remonter maintenant dans vos pieds, dans vos jambes. Laissez-la remonter profondément dans tout votre ADN,
vos mollets, vos genoux, vos hanches, vos cuisses, passant par vos cuisses, vos hanches. Remontez maintenant dans votre bassin. Laissez cette énergie de la terre vous envahir, petit à petit dans tout le tronc de votre corps. Et maintenant s'implanter dans votre cœur. Cette énergie de la terre qui n'est qu'un avec vous. Cette énergie qui vous permet de vous pardonner. Cette énergie qui vous permet de vous donner la compassion, de vous donner l'amour. Laissez-la grandir, car là est la fraternité dans votre cœur. Laissez maintenant cette énergie remonter dans votre gorge, puis votre visage. Passez dans toute la colonne vertébrale, allez bénir et purifier toute votre moelle osseuse. Laissez cette énergie remonter dans l'hémisphère gauche de votre cerveau, puis droite. Cette énergie tellurique qui ne demande qu'à vous aimer, qu'à vous bénir, qu'à vous recentrer, à réaligner tous vos centres énergétiques. Laissez maintenant par la fontanelle cette énergie remonter jusqu'au cœur du soleil central, au cœur de l'amour, au cœur de la lumière. Remontez cette énergie comme un tunnel. Passez le ciel, la couche d'ozone. Allez chercher dans ce tunnel, dans l'espace. Allez vous connecter à la source de la lumière, à la source de vérité, à la source de l'amour. Et laissez cette énergie maintenant redescendre. Doucement, elle vient vous envahir. Ce sentiment d'amour, de compassion que vous pouvez laisser passer. Cette énergie pure d'or, de poudre et de diamant qui vient bénir maintenant votre visage, votre tête, votre cou. Allez maintenant s'ancrer pour illuminer votre hémisphère droite du cerveau, puis tout votre corps en passant par l'épaule gauche, tout le côté gauche, le bassin, le bras gauche, la jambe gauche. Puis faites de même avec le côté gauche de votre hémisphère du cerveau. Laissez-lui s'illuminer par cette énergie d'amour universel. Laissez-la redescendre dans votre côté droit. Allez bénir votre épaule droite, votre main gauche, droite, votre bras droit, puis le côté droit de votre corps, de votre jambe, de vos fessiers, de votre cuisse droite. Et allez ancrer maintenant cette énergie par la jambe, par le pied droit et le pied gauche au cœur de la terre. Vous êtes ainsi polarisés, connectés avec le ciel et connectés avec la terre. Vous êtes le trait d'union entre la terre et le ciel. Laissez maintenant votre énergie grandir, votre énergie se purifier, se laver. Laissez-vous vous relaxer, sentir votre corps appuyé sur la chaise ou là où vous êtes. Maintenant, je vous invite dans cette profonde relaxation, dans cette énergie pure, à ressentir le bien-être, la lumière en vous. Je vous invite maintenant à ressentir, à voir les zones de tension, ces zones de sentiments bloqués, ces zones de non-solidarité, de trahison, de peur, d'angoisse. Visualisez ce qu'elles sont dans votre cœur ou bien dans votre tête, peut-être à l'arrière de la tête, peut-être au niveau de votre épaule. Prenez-en conscience, donnez-lui une couleur, donnez-lui une texture, donnez-lui un nom. Peut-être n'y arrivez-vous pas, mais simplement prendre conscience que cette tension est là. Laissez maintenant cette tension. Prenez-en conscience et laissez-la être
Parlez-lui. Dites-lui qu'elle n'a plus rien à faire là, que vous avez pris conscience, que vous avez peur d'être trahi, que vous avez peur d'être désolidarisé, que vous avez peur d'être mal aimé et d'être jugé. Alors prenez cette tension et imaginez un tube en face de vous, un tuyau, une espèce d'aspirateur énergétique qui prendra votre peine, qui prendra vos souffrances, votre besoin d'être reconnu, votre manque de confiance. Affranchissez-vous aujourd'hui. Libérez cette mémoire des ancêtres ou peut-être que vous avez créé. Laissez-la partir. Visualisez en face de vous cet aspirateur énergétique, cet égrégore, cette spirale qui vient comme une bénédiction, comme une fleur dans votre vie pour libérer ce qu'il y a à libérer. Laissez-la aspirer vos souffrances. Et mettez-y à la place de l'acceptation, de la confiance. Inspirez plus de lumière. Expirez tout ce qui vous n'est plus nécessaire. Lâchez prise maintenant. Laissez tout dans cette spirale, dans ce vortex. Et continuez à intégrer l'énergie de la Terre, l'énergie du cœur du soleil central. Inspirez cet amour, lâchez prise, laissez faire. Inspirez la confiance, inspirez le bien-être, inspirez l'affranchissement. Libérez-vous de vos croyances, ici, maintenant et aujourd'hui. Visualisez tout autour de vous une lumière pure, une lumière saine qui vous donne la sérénité et qui vous permet de lâcher prise sur ce que vous croyez être et vous reconnecte avec vous-même. Rentrez dans l'unité, peu importe la couleur, vos actions, votre cœur, votre voix, vos grâces, votre bienveillance n'a pas de couleur. Être un en sécurité avec votre être. Restez dans cette énergie de bien-être, d'amour, de gratitude, de vous honorer, vous, avec le don de votre vie, avec le don de votre être. Laissez les autres être les autres. Chaque rôle est pris. Soyez votre rôle. Jouez dans le jeu de la vie avec votre personnage. Vous êtes votre avatar. Soyez vous-même. Soyez libre. Je vous souhaite à tous un bon week-end et plein d'amour. Merci Céline. Essayez de faire vite. Hein. Oui. Merci infiniment. Okay. Merci à Roméo. Merci Roméo. Merci Céline. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont participé en direct, qui ont donné leur point de vue. Merci à toutes les personnes qui vont regarder et qui vont partager cette émission. Merci à Fabien, Côte d'Ivoire.news. Merci à Christian Babé, ivoirebusiness.net. Merci à tous les auditeurs, tous les internautes fidèles. Merci spécial à Michel Gonzalez. Merci infiniment, Michel. Yorgos Pidi et toutes les personnes voilà, que je vais, qui étaient là présentes. Eric Bemba, Benji, Dana Lablagian, Edna Mariska Mereapinda, Eric Niti, Rita Foulin, Lily Rosa Nouret, Elsa Oyan, Super Live Show, Bonnes Adresses, Isis Mabiala, Scandal News, Denis Rodman, Alain Akwa, Soulé Traoré, Côte d'Ivoire.news, Monsieur Chakoudé. Voilà, merci infiniment.
Dans 2 semaines, on sera là pour parler du stress. Ça, c'est un gros débat. Surtout chez nous, pour beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, en fait, le stress, c'est l'affaire des Blancs. Bon, il y aura beaucoup à dire. Oui. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. À bientôt. Salut, à bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. On est